je vais ressortir mon côté féminin. Trois petits commentaires et une question. Premier commentaire, on oublie souvent que travail vient du mot torture, et chez les Romains, ou alors un instrument qui permettait de caler les bœufs pour les ferrer. Donc à un moment donné, il faut quand même s'interroger sur le lexique qu'on utilise et qu'on continue d'utiliser pour remettre en place l'église au milieu du village pour les laïcs. Ça, c'est la première question. Deuxième question, enfin deuxième commentaire, on oublie souvent ce que disait Michel Berry en 1985 sur les instruments de gestion, qui sont une technologie invisible et une technologie invisible utilisée par les dominants. Vous parliez de la valeur ajoutée et en demandant à ce que le travail soit mieux intégré dans la répartition de la valeur ajoutée. Pour ma part, je vous dirais simplement que on ne devrait plus considérer le travail comme un facteur de production. C'est un facteur de production, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une dépense. Ce n'est pas un facteur de partage de la richesse. C'est-à-dire que si vous voulez à un moment donné que la valeur ajoutée permet aux salariés de bien être rémunérés, arrêtez de mettre dans les livres de comptabilité et d'économie que l'on enseigne dans les écoles de commerce que le travail, c'est un facteur de production. Le travail doit être considéré comme un facteur de richesse puisque c'est lui qui l'a créé. Donc c'est l'utilisation des mots. C'est en 85 que je disais ça. Qu'est-ce que ça s'appelle un facteur de production? Un coût? Ah ben oui, c'est une dépense. Quand vous faites une comptabilité, vous avez les recettes, enfin vous avez les produits et vous avez les charges. Les produits, c'est la différence entre les produits, c'est ce que vous vendez. Parmi les charges, c'est les dépenses que vous avez occasionnées pour les produits. Et la différence entre ces produits et les dépenses, les achats, pour faire ça, est la valeur ajoutée. Et ensuite, vous avez dans l'ordre les salaires, les impôts et taxes, les frais financiers, les amortissements, l'usure de l'usine. Donc, arrêtez de considérer comptablement les salaires comme un facteur de production, donc comme une dépense. Si vous voulez la considérer comme une richesse, une création de richesse, vous la sortez de la comptabilité. Donc, vous refaites, vous réagencez comment dirais-je, l'enseignement comptable et l'enseignement économique. Donc, battez-vous plutôt là-dessus qu'autre chose. On disait le travail a un coût. Moi, j'ai entendu cette formule. C'est un facteur de production, voilà. Et donc, restez sur cette position-là et vous aurez toujours des salaires très bas. Troisième remarque, vous avez oublié quelque chose de très important dans votre démonstration, c'est tout l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat a déstructuré tout l'artisanat, a déstructuré finalement les recettes pour la retraite, puisque vous savez qu'un auto-entrepreneur ne paye que 25% de charges qui correspond à la cotisation sociale salariale et est dispensé de la cotisation patronale. Ça veut dire qu'en fait, vous avez moins d'entrées dans les caisses de retraite. Et l'auto-entrepreneuriat a été vraiment un scandale. Il continue à être un scandale. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà, je remets l'église la mairie au milieu de... Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas anecdotique, c'est le poids des mots. C'est-à-dire que arrêtez d'utiliser les mots de vos adversaires. Utilisez ou définissez vos propres mots. D'accord? Et vous verrez ensuite que voilà, vous allez changer la chose. Dernière remarque que je voulais faire avant de poser la question. Il y a une étude sur laquelle je m'étais, comment dirais-je, que j'avais étudiée il y a quelques années. Elle doit dater des années 2010 à peu près, mais c'est 3 ingénieurs suisses qui ont fait une étude sur l'interconnexion des 36 millions d'entreprises mondiales qui avaient des relations entre elles. D'accord? Et ils sont aperçus en fait que sur ces 36 millions d'entreprises conséquentes qui avaient des relations entre elles, en fait, elles étaient tenues par 1400 ou 1500 entités. D'accord? Ils ont poussé un peu plus loin pour voir le degré de connexion encore plus fin, et en fait, ils se sont aperçus que 500 entités disposaient de plus de 80% de la richesse mondiale. 500 entités. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un minimum de personnes. Donc là-dessus, vous allez beau gosser sur la répartition de la richesse, c'est là qu'il faut attaquer. C'est pas sur le revenu de base, mais on reviendra sur le revenu de base, puisque c'est ma question. Et sur le revenu de base, donc ma question est, ne pensez-vous pas que le revenu de base serait pertinent si et seulement si vous imposez un revenu plafond? Un revenu
plafond. Un revenu de base, il y a revenu de base, revenu plafond. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, honnêtement, avec conviction, arguments sociaux, à la larme à l'œil, que c'est important de faire un revenu de base, ça n'aura aucun intérêt si vous ne mettez pas un revenu plafond. Pourquoi? Parce que même si vous arrivez à mettre en place un revenu de base, le revenu que va disposer l'individu, majoritairement des pauvres, va être sucé, aspiré par les riches. C'est-à-dire qu'en fait, il va être orienté vers des dépenses qui vont favoriser la richesse de ceux qui sont riches, et non pas pour survivre. C'est les réseaux sociaux, c'est les influenceurs, c'est j'achète des choses finalement dont je n'ai pas l'utilité, mais qui sont importantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre revenu de base, s'il n'est pas cadré et utilisé pour quelque chose, il sera orienté vers la richesse. C'est-à-dire que la richesse appelle la richesse. Ma question est, le revenu de base n'a de pertinence que s'il y a un revenu plafond. Sinon, ce n'est pas utile d'y aller. Parce que vous continuez à alimenter les flux vers ceux qui possèdent. Bon, très bien, merci Pascal. André?